Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Marié du coup pour votre continuité pédagogique dans la partie physique-chimie de votre premier enseignement scientifique. Donc aujourd'hui on va faire la suite de la dernière fois, on s'est arrêté du coup au thème 3, la Terre, un astre singulier, au chapitre 1, la forme de la Terre. On l'avait terminé, donc maintenant on passe au chapitre 2 normalement, mais celui-ci sur l'âge de la Terre est beaucoup plus axé SVT, donc du coup je vais laisser votre prof d'SVT le traiter. Moi je passe au chapitre 3 qui est beaucoup plus axé physique-chimie, et ce chapitre s'intitule du coup La Terre dans l'univers. Ok. Donc du coup on va diviser ce cours en deux parties. La première on va s'intéresser au mouvement de la Terre autour du Soleil, particulièrement, et dans la deuxième partie on verra plutôt le mouvement de la Lune autour de la Terre. Parce que la Lune, sans la Lune il n'y aurait pas la Terre comme on la connaît actuellement, donc du coup c'est un système qu'on ne peut pas vraiment dissocier. On passe du coup au cours que vous devez noter. Il sera en plein écran, on ne verra plus. Tout ça pour avoir une meilleure qualité d'image. Je n'ai pas pu faire autrement sur ce format-ci. Allez, on y va. Donc du coup, vous marquez bien chapitre 3, la Terre dans l'univers. Et petit 1, du coup, mouvement de la Terre autour du Soleil. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc chapitre 3, petit 1. En gros, dans la théorie géocentrique, la Terre est vue au centre de l'univers, immobile, au milieu, et tous les astres qui sont autour de celle-ci sont en mouvement, du coup, autour de la Terre. Ça, c'est une théorie, du coup, qui a été mise en place du temps des Grecs, et qui a perduré pendant très très longtemps, jusqu'à l'époque de Galilée et Copernic. Dans la théorie actuelle, du coup, qui est l'héliocentrisme, ici ce sera le Soleil qui sera au centre, et les astres autour de lui seront en mouvement, pendant que lui n'est pas vraiment immobile, mais dans le cadre de notre étude, dans le cadre du système solaire, on dira qu'il est immobile. En vérité, le Soleil est lui-même en rotation autour du centre de la galaxie, mais ça, c'est une autre histoire. Deux définitions, du coup, à bien retenir. Vous avez ici géocentrisme et héliocentrisme, c'est deux définitions que vous devez apprendre par cœur. Donc géocentrisme, si vous décomposez le mot, ça vient du grec géo, qui veut dire la Terre, et c'est la théorie, du coup, qui place la Terre au centre du système étudié, donc centrisme, centre. Et héliocentrisme, c'est toujours du grec hélios, cette fois-ci ça veut dire le soleil, et c'est la théorie qui place le soleil au centre du système étudié. La théorie géocentrique, du coup, a été énoncée la première fois par Aristote, donc du coup qui a vécu de 384 à 322 avant Jésus-Christ, et par Ptolémée, du coup qui reprendra... et Ptolémée. Et cette théorie, elle va prédominer pendant environ 2000 ans. Ok ? Ptolémée, du coup, Claude de son prénom, dont on n'a pas les dates précises de naissance et de mort, mais c'est environ 100 à 170 après Jésus-Christ. La théorie héliocentrique, elle a eu beaucoup de mal à s'imposer, en fait, à cause de la pression religieuse de l'Église, qui ne voulait pas que la Terre soit autrement qu'au milieu. Et du coup, ça a été la première fois proposé par Copernic. Et Copernic, en fait, il a avancé que cette théorie serait beaucoup plus logique, car les mouvements en fait des planètes qu'on observe depuis la Terre seraient beaucoup plus simples et s'agenceraient en fait en une succession de cercles concentriques que je vous montrerai après en image. Galilée, lui, va apporter en fait des arguments contre le géocentrisme en étudiant les satellites de Jupiter. Pour ceux qui ont fait astronomie avec moi, vous avez vu que les 4 satellites principaux de Jupiter, on les appelle des satellites galiléens, ok, des lunes galiléennes. Ça veut dire que du coup, ça vient de cet homme-là qui a beaucoup étudié en fait ces 4 satellites qui s'appellent Io, Ganymède, Callisto et j'ai oublié la dernière. Io, Ganymède, Callisto. Ça va me revenir. Bon. Ce n'est qu'au milieu du XVIIe siècle, après de nombreux conflits avec l'Église, que finalement le modèle héliocentrique s'imposera.
Ça a vraiment été une bataille qui a duré bien, ouais, bien 150-200 ans, et où à la fin, finalement, bah, le modèle héliocentrique va s'imposer, où la culture scientifique va vraiment imposer le modèle qui est aujourd'hui communément admis. Donc, comme promis, vous avez au-dessus, là, dans les images, le modèle héliocentrique qui était proposé, en fait, par Copernic. Donc, vous avez le Soleil au centre, et en cercle concentrique, ça veut dire qu'ils ont le même centre. Bah, vous avez à chaque fois un astre, et en plus dans le bon ordre, qui est décrit. Donc ça, vous pouvez l'avoir sur Google Images, hein, c'est un truc qui est libre, qui est en libre accès. Par contre, les noms des planètes ne sont pas à jour. Tout simplement parce que, par exemple, vous avez Janus qui traîne juste ici, là où il y a mon curseur, qui est un astre qui n'est pas reconnu actuellement comme une planète. En dessous, vous avez un modèle qui est un petit peu hybride entre les deux, qui est celui de Tycho Brahe, où en fait vous avez un modèle qui est hélio- et géocentrique, du coup qui s'accorde en même temps avec les observations expérimentales qu'a fait ce scientifique, mais tout en restant en accord avec ses croyances, parce qu'il était aussi religieux. Enfin religieux, je veux dire il était quand même assez croyant. Donc du coup vous avez en fait le soleil qui tourne autour de la Terre et la Lune qui tourne autour de la Terre, donc représentés par les tout petits cercles bleus que vous avez ici. Et en même temps, vous avez les cercles sur fond jaune qui représentent tous les astres en fait, qui eux tournent pas non autour de la Terre, mais tournent eux autour du Soleil. Ce modèle est évidemment faux. Maintenant que je vous ai parlé de référentiels hélio- et géocentriques, il va falloir quand même que je vous définisse comment ils ont été créés. Alors, le référentiel héliocentrique, déjà avant de parler de référentiel hélio- ou géocentrique, le référentiel, pour être clair entre vous et moi, c'est un objet par rapport auquel on va étudier un mouvement. Par exemple, si vous êtes en gare et que vous voyez quelqu'un assis dans un train que vous ne prenez pas, et que le train se met à quitter la gare, bah, vous voyez bien que la personne qui est dans le train, vu de l'extérieur, bah, ce monsieur est en mouvement, vu qu'il quitte la gare, il n'est plus devant vous, il est parti avec le train. Donc par rapport à votre référentiel, par rapport à vous, le monsieur est en mouvement. Après, est-ce que c'est un virage, est-ce que c'est une ligne droite, ça on s'en fout. Par contre, si je prends le point de vue, le référentiel du collègue qui est assis à côté de lui, ben pour ce collègue-là, le monsieur dont on fait l'étude, lui est immobile. Bien sûr, il quitte la gare, mais par rapport à son collègue qui est à côté, bah, il est toujours assis, il est toujours immobile, donc du coup, il est immobile, il n'a pas bougé. Le référentiel, en fait, c'est un point de vue selon lequel vous allez vous mettre pour dire s'il y a un mouvement et de quel type autour de vous sur le système que vous allez étudier. Maintenant qu'on a défini le référentiel, je peux continuer. Référentiel héliocentrique, du coup, il est constitué par le centre du Soleil, donc ça, c'est son origine. Quand vous prenez un repère en maths, bah, vous avez l'origine, le point O, de coordonnées 0, 0, ou 0, 0, 0 pour ceux qui travaillent dans l'espace, et vous avez ensuite plusieurs axes qui se dégagent, à partir de cette origine. Donc du coup, l'origine ici, c'est vraiment le centre du Soleil, et vous allez avoir du coup 3 axes qui vont pointer vers des étoiles, qui sont lointaines, et qui sont assez lointaines pour être considérées comme fixes. Vous savez qu'il y a des étoiles qui sont pas trop loin et qui bougent dans le ciel en fonction de la période à laquelle nous sommes. On sait qu'elles bougent, voilà. Mais par contre, si les étoiles elles sont très loin, eh bien, quand elles bougent, si vous voulez, par rapport à notre éloignement, elles bougent pas de beaucoup. Donc du coup, on peut considérer ces étoiles comme fixes. Donc du coup, on va prendre 3 étoiles. Une qu'on va appeler alpha, bêta, et l'autre gamma, hein, ce n'est pas un Y, c'est un gamma. Donc du coup, c'est 3 étoiles qui vont nous servir en fait de repères afin d'étudier le mouvement d'astres, de planètes ou de comètes par exemple, qui passent près du Soleil, qui s'en éloignent. Donc du coup, le centre du Soleil est vraiment adapté pour étudier le mouvement d'astres comme ceci. Le référentiel géocentrique, lui, il va être constitué par le centre de la Terre, comme origine, et ensuite, encore une fois, 3 axes qui pointent vers les 3 mêmes étoiles, en fait, qu'on considère assez loin pour être fixes. Par contre, le référentiel géocentrique, lui, on va l'utiliser pour étudier les satellites de la Terre, qu'ils soient artificiels
ou le satellite naturel qu'on possède, mais aussi tout autre objet qui va se déplacer à proximité. Ça peut être la Lune, du coup, mais ça peut être aussi une fusée, un astéroïde qui passerait proche de nous, même une comète qui passerait à côté de nous, enfin n'importe quel objet qui passerait du coup à côté de nous, station internationale par exemple spatiale, qui elle aussi pourrait rentrer dans ce cas d'étude. Dans le référentiel héliocentrique, du coup, si on étudie la trajectoire de la Terre, on peut dire qu'elle est quasi circulaire. En vrai, elle est elliptique. Ça veut dire que, en gros, le diamètre de notre trajectoire ne serait pas le même partout. Donc ça ferait une ellipse. C'est une espèce d'ovale, si vous voulez. Voilà. Donc en gros, on peut considérer dans le référentiel héliocentrique que la trajectoire de la Terre est quasi circulaire, pour simplifier l'étude. Mais en vrai, elle est elliptique. Alors de combien elle est? Bah en fait, le rayon de l'orbite terrestre, il va varier entre 147 millions de kilomètres pour le passage le plus près du Soleil, jusqu'à 152 millions de kilomètres pour le passage le plus éloigné. Ça veut dire que notre quasi-cercle aurait une différence de 5 millions de kilomètres entre le point où il serait le plus proche et le point où il serait le plus éloigné. L'orbite de la Terre, comme celle des autres planètes, se situe dans un même plan, qui est appelé plan de l'écliptique. En gros, si vous voulez, si vous mettez en fait différentes boules sur une table, et que vous mettez par exemple la boule qui s'appelle Soleil au centre de celle-ci, eh bien on pourrait mettre toutes les autres planètes, attention je parle pas de Pluton, elle n'est plus une planète, je pourrais mettre les 8 autres planètes du coup sur cette même table, et votre modèle serait juste parce qu'ils seraient tous dans le même plan. En fait, tous les centres de toutes les planètes appartiennent au même plan, et c'est ça qui est assez remarquable. Donc Pluton, ça m'arrange qu'elle ne soit pas une planète, parce que c'est la seule qui, à l'époque, n'était pas vraiment dans le plan de l'écliptique. Elle était un petit peu rebelle, et elle bougeait un petit peu d'un angle qui était dérangeant. Donc là, les 8 planètes, je vous les rappelle, Mercure, Vénus, Terre, Mars pour les telluriques, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pour les géantes gazeuses, toutes sont dans le même plan qu'on appelle plan de l'écliptique. Du coup, la Terre, elle fait un tour complet autour du Soleil en environ 365,25 jours. Le virgule 25, il est important. Ça veut dire que tous les 4 ans, ce 0,25 devient un jour, et c'est pour ça qu'on a un 29 février tous les 4 ans. Ok, tous les ans, toutes les années bissextiles. C'est pour rattraper en fait le 0,25 qu'on a ignoré en fait pendant les 3 ans auparavant. C'est pour se remettre bien en fait en cohérence avec l'année que vous vivez. Sinon ça veut dire que tous les 4 ans on perdrait un jour, et donc du coup au fur et à mesure des années les saisons se décaleraient en fait. Du coup ce mouvement en fait de rotation autour du Soleil, on n'appelle pas ça une rotation autour du Soleil, on appelle ça une révolution. Ok, donc la rotation c'est vraiment réservé au fait de tourner sur soi-même. La révolution c'est réservé pour tourner autour d'un autre astre. Du coup le mouvement de révolution autour du Soleil, on le définit comme étant l'année sidérale, c'est-à-dire c'est l'année spatiale quoi, c'est vraiment l'année... En fait une année si vous voulez, sidérale, c'est le temps qu'il faut pour faire le tour du Soleil. Donc c'est-à-dire que l'année sidérale mercurienne, vénusienne ou martienne ne serait pas la même année sidérale que la nôtre, forcément. Celle de Mars serait plus longue, celle de Vénus et de Mercure serait plus courte. Afin de vous entraîner sur tout ce qu'on vient de dire actuellement, je vous propose de faire les exos du livre suivant. Le 1, page 197, donc c'est vraiment l'exo de base, on va vraiment reprendre des notions de cours, on va les redéfinir, ça vous permettra du coup de réviser les expressions du cours. Donc du coup vous allez faire que le ABC, parce qu'on n'a pas vu D et E, on les verra la prochaine fois. Donc du coup ça va être vraiment de définir le géocentrisme, l'héliocentrisme et la révolution de la Terre. Donc ça je vous laisserai vraiment, le faire consciencieusement. Franchement, essayez de jouer le jeu, je vous donne pas grand chose à faire, autant essayer de s'entraîner pour taper une bonne note la prochaine fois. Exo numéro 3, page 197, donc du coup là c'est vraiment de l'application du cours, le truc s'appelle appliquer le cours, dire si les arguments suivants sont en faveur ou contredire le géocentrisme. Vous avez 5 arguments, vous avez juste à dire si c'est en faveur du géocentrisme, ou au contraire, si vous êtes comme Galilée, vous êtes contre le géocentrisme avec cet argument, ok? Voilà.
On sera tout pour cette fois-ci. Faites bien vos exos. On fera une vidéo pour corriger ça, pour vous proposer une correction, pour vous proposer une formulation de phrase, bien entendu. Et la prochaine fois, du coup, on verra le mouvement de la Lune autour de la Terre ensemble. Voilà. Donc du coup, pour aujourd'hui, l'enseignement scientifique, c'est terminé. On se retrouve du coup mercredi prochain, même heure, ou jeudi prochain pour les premières C, même heure, afin de poursuivre ce chapitre et de le terminer par le mouvement de la Lune autour de la Terre. Je vous remets du coup les exos à réaliser. Il s'agit du 1, question A, B et C, et du 3 en entier, page 197. Vous avez soit le manuel sur Corellis, en espérant que ça refonctionne, afin de les faire. Sinon, je vais vous héberger en fait la page en ligne, et le lien du coup de la page sera dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Travaillez bien, et du coup on se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite du cours. Au revoir.